La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Laure. Bonjour Vincent. Explorateur et entrepreneur, il a effectué le premier tour du monde à l'énergie solaire entre septembre 2010 et mai 2012 à bord du catamaran Planète Solar. Depuis 2014, il se consacre à son projet Solar Stratos qui a pour ambition de voler à plus de 20 000 mètres d'altitude pour rejoindre la stratosphère avec un avion solaire. Raphaël Donjean est notre invité aujourd'hui dans B2B. Raphaël Donjean, bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Merci d'être avec nous aujourd'hui. La Suisse et les explorateurs, c'est une histoire relativement riche. Il y a eu la famille Picard, en passant par Mike Horn et Ella Maillard encore. Ce sont des noms qui vous ont inspiré ? Bien sûr, mais j'aimerais quand même mettre en avant que c'est quasiment que la Suisse romande qui a cette histoire avec des aventuriers et des explorateurs. C'est vrai. Depuis maintenant pas mal d'années, effectivement. Jacques Picard aussi, Auguste. Il y a vraiment une histoire assez incroyable en Suisse et ça continue. Ça vient d'où selon vous ? Je pense qu'on est entre la France, qui a quand même ce côté très aventure, d'exploration aussi, qui a vraiment un passé très important dans ce côté-là. Et puis le côté plutôt alémanique, avec le sérieux, les aspects organisation. Puis nous, on est entre les deux. Puis on profite un peu des deux avantages, de ces deux traits de caractère pour mener à bien des expéditions et des aventures. Vous êtes passionné d'exploration, d'aventure depuis tout jeune garçon. Ça vous vient d'où ? À quoi vous devez cet esprit et cette envie d'explorer ? Je pense, d'abord, moi, j'étais fan des émissions de Cousteau. Donc, tous les dimanches, quand il faisait pas beau, j'étais derrière la télévision à regarder ces expéditions de Jacques-Yves Cousteau, la Calypso. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup inspiré. Ensuite, d'autres aventures qui m'ont vraiment inspiré. Mon grand-père aussi, qui m'a raconté les histoires de Jules Verne sur ses genoux. Après, je pensais qu'il n'y aurait plus rien à faire, que tout aurait été fait. Si ce n'est que, il fallait refaire de l'aventure, refaire des explorations, mais faire de l'écologie expérimentale pour essayer de montrer qu'on peut toujours vivre sur cette planète sans brûler comme on le fait maintenant. C'est 300 tonnes de produits fossiles par seconde. 2004, on va faire un bonbon dans le temps. Vous étiez l'initiateur de ce premier gros projet. Alors, président, chef d'exploration aussi de l'aventure Planète Solar. C'était le premier tour du monde avec l'énergie solaire uniquement sur un catamaran. Ça s'est terminé en 2012. Pourquoi avoir commencé par la voie des mers ? Vous aviez le choix. Alors parce que quand j'ai vraiment constaté la disparition d'un glacier en Islande, j'avais été en 1993 en Islande, j'avais pu voir un glacier, le Myrdalsjökull. Je retourne en 2004 et là je vois que le glacier a disparu. Donc là il y a une vraie prise de conscience. J'avais déjà pu expérimenter l'énergie solaire, naviguer sur les bateaux solaires d'Expo 02. On avait créé une entreprise d'hébergement Internet qui fonctionnait grâce à l'énergie solaire. Donc je me dis, il faut arrêter de parler des problèmes, il faut parler des solutions. Bertrand Piccard avait déjà lancé Solar Impulse. Et je me suis dit, mais faire un tour du monde par les mers, aller au cœur des villes, on peut aller dans les ports, montrer ce qu'on peut faire grâce à l'énergie solaire, ça pourrait être non seulement une aventure incroyable, mais ensuite un super moyen de communiquer sur le potentiel de cette énergie. Raphaël Donjean, vous vous définissez comme un éco-explorateur, mais aujourd'hui, est-ce encore possible d'obtenir des financements pour un projet d'exploration qui ne soit pas écologique ? Alors, il y a toujours de l'aventure aujourd'hui. Vous voyez, par exemple, ce que fait Mike Horn, c'est vraiment un aventurier qui fait de l'aventure pure, qui poursuit un but, je dirais, assez individuel quand même. Ou Sophie Lavaux qui va faire les 14-8 000. Vous voyez, ça ne va pas vraiment amener quelque chose en termes du point de vue de l'environnement. Ça peut sensibiliser les gens, mais ce n'est pas un vrai projet d'écologie expérimentale. Donc non, je pense que l'aventure fait toujours rêver. Et puis, faire de l'exploration, de l'éco-aventure, ça fait aussi rêver. Alors, il y a un but, bien sûr, derrière. Mais je crois qu'on a besoin de rêver dans notre monde. Et je pense encore plus aujourd'hui, le rêve, c'est vraiment un moteur très important. Et puis, c'est ce qui fait avancer Homo sapiens, c'est ce qui fait avancer notre espèce. Existe-t-il une concurrence entre explorateurs suisses, la Suisse romande plutôt petit, quand il s'agit de lever des fonds ? Alors oui, bien sûr qu'il y a une forme de concurrence, mais on essaie toujours de faire ça avec intelligence. Et puis, bien sûr qu'il y a ça, c'est clair, il y a une forme de concurrence, mais pas seulement entre explorateurs, avec d'autres aventuriers, avec même des clubs de foot. Enfin voilà, il y a un certain nombre de partenariats possibles, d'entreprises qui sont là, qui sont prêtes à s'engager pour avoir de la communication, puis s'engager dans un projet. Donc il y a une forme de compétition, bien sûr, mais ça reste quand même quelque chose d'assez élégant jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Si on parle de l'explorateur vraiment que vous êtes, comment est-ce que
que vous vous différenciez des autres qui opèrent dans le même milieu? Alors, on n'a quand même pas énormément, hein. On a une petite corporation à faire de l'écologie expérimentale. Et donc, ben voilà, ce qu'il faut, c'est faire les choses avec son cœur. Et voilà, moi, j'ai toujours fait les choses d'une certaine manière, avec quelque chose qui essaie d'être sincère, d'être taille modeste aussi. Vous voyez, si on se compare un peu à Solar Impulse, qui était une équipe de 200 personnes, 150 millions de budget. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai voulu. Je préférais ça avec des tailles avec des équipes qui sont plus modestes, avec des budgets qui sont moins importants, pour garder un peu cet état d'esprit, voilà, plus bricolage. Faire des choses avec moins de moyens, mais avec beaucoup d'ambition. Il se passe 2 ans seulement entre la fin du Tour du monde en bateau et le début du projet Solar Stratos. On reviendra plus en détail sur son fonctionnement en deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qui vous a animé à repartir si vite sur un nouveau projet? L'idée, j'ai eu pendant le Tour du monde. C'est moi qui écrivais le blog de l'aventure. Donc, j'étais de quart de 21h à minuit. Tout le monde dormait. En général, à ce moment-là, j'étais seul sur le bateau. Faut s'occuper? Voilà, donc il fallait naviguer, mais c'est vrai qu'au milieu du Pacifique, il n'y a pas grand-chose à faire. J'écrivais le blog, j'avais la tête vraiment dans les étoiles, hein, dans cet endroit du globe. Vraiment, la Voie lactée, elle est extrêmement lumineuse. Quasiment toutes les minutes, il y a une étoile filante qui vous passe sur la tête. Et puis c'est là que je me suis dit, bon, si on réussit cette aventure incroyable, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ambitieux que le premier tour du monde à énergie solaire? Et puis c'est là que j'ai eu ce rêve. Ce serait génial d'aller voir la courbure de la Terre, de s'approcher des étoiles à l'énergie solaire. Donc ensuite, quand je suis rentré, il y a 2-3 trucs quand même à terminer, mais très vite, il fallait repartir sur une nouvelle aventure. Les équipes vous ont suivi? Alors certains membres, oui, il y a des gens qui sont avec moi aujourd'hui et qui étaient déjà là à l'époque de Planète Solar. Alors, je ne sais pas si votre profil LinkedIn est à jour, mais vous mentionnez un emploi à temps partiel pour la ville de Lausanne depuis plus de 26 ans, spécialiste technologie et ambulancier. C'est toujours d'actualité? Alors, je ne suis plus ambulancier, j'en ai refait pendant le Covid, parce qu'il n'y avait plus personne. Mais oui, la ville de Lausanne est mon partenaire, et je travaille toujours. Alors, c'est vraiment une activité, ce n'est pas un taux très important, mais ils me soutiennent en me mettant du temps à disposition, et je travaille toujours pour la ville de Lausanne, pour le service d'ambulance de la ville de Lausanne. Garder cet emploi, parce qu'il est difficile de vivre de l'exploration, c'est une volonté de garder les pieds sur terre? Non, alors c'est vraiment, j'ai commencé à travailler ici à la ville de Lausanne comme ambulancier quand j'avais 26 ans. Donc c'est un groupe de copains. Et puis c'est vrai que voilà, je suis toujours resté là. J'avais développé aussi un logiciel qui permettait de faire la facturation pour l'ensemble des services d'ambulance du canton. Donc il fallait toujours rester là pour le maintenir. Et puis voilà, donc non, je pense que je pourrais tout à fait vivre sans cet emploi. Mais j'ai envie de rester là, de servir aussi. C'est un autre moyen de servir une cause, hein. S'occuper des gens, essayer de faire quelque chose pour aider les gens. C'est quelque chose aussi de très concret. Et puis c'est ce qui m'a animé au départ, hein. D'abord, j'ai commencé à protéger le contenu en étant ambulancier bénévole et volontaire à la Croix-Rouge. Et j'ai envie de continuer à faire ça aujourd'hui de manière plus réduite, mais j'ai toujours envie de continuer à aider les gens. Vous dites que vous avez pu, grâce à votre employeur, aménager votre temps de travail. Vous étiez à 100% avant de partir dans l'exploration? Alors j'étais à 100%, moi j'étais à 100% ambulancier. Je faisais aussi de l'informatique. Mon objectif à ce moment-là, c'était de faire du sauvetage en montagne, donc d'être pilote d'hélicoptère, guide de montagne et de faire du sauvetage. Après, il y a eu effectivement le Planète Solar, mais dès 2008, j'avais un taux qui est réduit à de l'ordre d'à peu près 25%. Mais quand j'ai fait le tour du monde, j'étais toujours employé par la ville de Lausanne. Je pense que je suis un des rares employés de la ville de Lausanne à avoir fait un tour du monde sur un bateau solaire. Et je continue à maintenir ces infrastructures pendant le tour du monde. J'ai un souvenir d'ailleurs, lorsque j'étais à Bora Bora, j'ai dû aller trouver un endroit, un Wi-Fi pour me connecter, pour pouvoir réparer la base de données à distance. Comment a réagi la ville de Lausanne lorsque vous leur avez annoncé que vous souhaitiez devenir explorateur et partir pour un tour du monde? Je crois qu'ils m'ont toujours soutenu, ils ont toujours été là à mes côtés. La ville de Lausanne, pour moi, c'est un super employeur. Voilà, donc vraiment, je trouve que ouais, c'est un super employeur qui a toujours été là à mes côtés pour m'aider et me soutenir dans les différents projets que j'ai pu mener. Il n'y a pas des moments où ça pose problème d'avoir encore un emploi lorsque vous voyagez pour Solar Stratos ou vous avez des périodes de vol intensifs? Alors, il y a des moments qui sont plus compliqués, mais en hiver, on a plus de temps, donc j'essaie de m'organiser. Je suis aussi toujours disponible. Ça, c'est l'idée un peu de l'ambulancier, donc je suis toujours disponible. Ça arrive des fois, par exemple, quand on est en expédition, il y a un problème, je me connecte à distance et je répare à distance, alors que je suis censé être en vacances. Donc voilà, c'est donnant-donnant, et je trouve que c'est une super histoire. Parlons un peu d'écologie. Comment devient-on un écologiste optimiste et utilitariste? C'est comme ça que vous vous définissiez sur les ondes de la RTS. Qu'est-ce que ça signifie pour vous aussi au quotidien?
Bah déjà, moi, j'ai pu constater qu'effectivement, les problèmes des changements climatiques, moi, vraiment, mon combat, hein, c'est le climat, c'est l'atmosphère, c'est le contenant de tout ce qui vit sur Terre. Et mon combat, c'est de lutter prioritairement contre les gaz à effet de serre. Et puis, lorsque vous voyez que les solutions, elles existent, hein, qu'on a les énergies renouvelables à disposition, qu'on a la technologie, qu'on a les matières premières, qu'en plus, aujourd'hui, c'est moins cher que les énergies fossiles, ben là, pour vous, c'est une évidence qu'il y a une solution, puis qu'il faut essayer de la mettre en avant avec une attitude optimiste. Et voilà, et c'est ça que j'essaie de faire. Et puis en fin de compte, c'est cette constatation qui m'a amené à avoir cette attitude et puis aujourd'hui à fonctionner de cette manière. Votre avis alors sur le développement massif de l'IA, y voyez-vous une opportunité pour gérer et optimiser la gestion de la crise climatique ou au contraire un vecteur aggravant les chiffres, la consommation estimée pour 2026 de l'IA est de 1000 TWh selon l'Agence internationale de l'énergie. Vous en pensez quoi? Je pense qu'effectivement, on sous-estime l'énergie qu'a besoin aujourd'hui les différents systèmes informatiques, que ce soit les réseaux, que ce soit les clouds, pour stocker nos données, nos images, l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est un outil. Vous savez, toujours, la technologie, ça dépend la bienveillance et la sagesse qu'on veut y mettre. Si on crée des nouvelles techniques juste pour gagner plus d'argent et puis faire plus de profit, ça ne va pas nous emmener dans une bonne direction. Si on développe des nouvelles techniques pour Homo sapiens, pour préserver la nature, pour qu'on ait peut-être plus de temps à disposition, pour qu'on imagine un monde meilleur, je pense que c'est quelque chose qui peut être favorable à notre société. Donc c'est trop tôt pour se prononcer vraiment, il faut voir à l'usage. Dans chaque technique, effectivement, c'est qu'est-ce que l'homme va vouloir en faire. Est-ce que c'est quelque chose plutôt d'humaniste ou quelque chose plutôt, on va dire, de capitaliste, ou c'est qu'on va essayer juste de faire du profit? Alors justement, vous défendez une écologie expérimentale. Est-ce que ça veut dire quand même que l'écologie est un terrain propice aux affaires? Je pense que si on arrive à démontrer que l'écologie, que de protéger l'environnement, c'est quelque chose qui est économiquement rentable, c'est le meilleur moyen d'être extrêmement efficace. On est dans un monde malheureusement capitaliste, basé sur la croissance. Et voilà, il faudrait changer toute la systémique de notre société. Ça va prendre beaucoup trop de temps. Donc essayons de démontrer que l'écologie, et c'est le cas. Si on regarde pour la Suisse, on dépense un peu plus d'1 milliard aujourd'hui par mois pour aller chercher des énergies fossiles à l'étranger, en Arabie Saoudite et en Russie. Alors que cet argent, on pourrait l'investir ici localement, en produisant nous-mêmes notre énergie, en étant plus efficace, en électrifiant notre société. Et tout ça, en termes de balance économique, ce serait favorable à notre économie et à notre souveraineté, ainsi que finalement à notre liberté du point de vue géopolitique. Une Suisse autonome en énergie, le sujet divise. Vous y croyez? Bien sûr, vous savez, avec Planète Solar, qu'on est parti faire notre tour du monde avec ce bateau solaire, quasiment tous les jours, on me disait avant le tour du monde, c'est impossible, vous n'allez pas y arriver. Vous allez tomber en panne au milieu de l'Atlantique, à la première tempête, vous allez couler. Bah oui, on a réussi. Vous y croyez à quelle échéance? Moi, je pense que d'ici 2050, si on se donne les moyens, aujourd'hui, il y a un plan, l'OFEN a mis un plan en place, que cette dernière votation du 9 juin devrait nous permettre vraiment maintenant de s'y atteler puis d'avancer, que si on met ce qu'on doit mettre en place, si on réalise ce qu'on doit réaliser, en 2050, on peut être quasiment neutre du point de vue du CO2. Raphaël Donjean, on va maintenant parler de vos différents projets et notamment de Solar Stratos que vous avez créé il y a 10 ans au Y-Parc, le technopôle d'Yverdon, pour développer le premier avion stratosphérique fonctionnant à l'énergie solaire. Donc un vol à plus de 20 000 mètres d'altitude avec une première tentative de record à 10 000 mètres prévue cet été. Mais il y a un peu de retard. Vous avez justement annoncé récemment que le convoyage de l'avion vers Sion, d'où il doit partir, a dû être reporté à cause de la météo. Êtes-vous toujours confiant de pouvoir viser ce record cet été? Alors on est toujours confiant, oui, moi je suis optimiste. Donc là, effectivement, c'est une année qui, comme vous l'avez, je pense, constaté, du point de vue météo, on va dire, est assez compliquée. Voilà, donc effectivement, cette semaine, ce ne sera pas possible. On va attendre la bonne fenêtre météo. Mais on a une période du 15 juillet au 30 août qui est prévue pour tenter ce record. Et donc, on reste toujours confiant. Il y a encore des autorisations aussi qu'on doit obtenir. Donc, on reste confiant, on avance. Et puis, vous savez, un projet comme Solar Stratos, c'est une aventure. Puis, ce qu'il faut là, c'est l'esprit d'aventure. Donc, bien sûr que si on était sûr qu'on allait réussir ce projet, ce serait plus une aventure. Vous voyez, donc, et notre équipe et nos partenaires, ils savent que c'est une aventure avec tous les risques que ça comporte. Mais alors justement, depuis le lancement de ce projet, donc il y a 10 ans, comme je viens de le dire, vous avez quand même été confronté à de nombreuses difficultés et contraintes météorologiques, mais aussi administratives. L'année dernière, vous aviez reconnu chez nos confrères de la RTS que c'était plus compliqué que prévu. Comment vous le vivez?
Tous les matins, quand je me lève, aujourd'hui, je me dis pas, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Tous les matins, mon objectif, et ça, je pense que c'est chaque entrepreneur qui doit avoir cet état d'esprit, je me dis, aujourd'hui, je vais faire le mieux que je peux pour que le projet continue de progresser. Et c'est vrai que Bertrand Piccard m'avait dit, Raphaël, tu verras, l'aviation, c'est plus compliqué que les bateaux. J'étais un peu sceptique. Malheureusement, il avait raison, c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui fait que c'est aussi passionnant et intéressant. On tente de faire quelque chose que personne n'a jamais tenté auparavant. Et puis, c'est vraiment une aventure, hein. Et c'est ça que je trouve incroyable. Alors, parlons un petit peu du modèle d'affaires et du fonctionnement de Solar Stratos. Vous employez une quinzaine de personnes à temps plein. Pour financer ce projet, vous comptez notamment sur le soutien de vos partenaires. Il y en a 3 principaux, Longines, Bitcoin Suisse et Bordier. Combien est-ce qu'ils vous ont donné de fonds exactement? Alors ça, c'est des chiffres qui sont confidentiels. Ce que je peux vous dire, on n'est pas 15 personnes à plein temps, on a 15 personnes, mais certaines qui sont à plein temps, d'autres à temps partiel. Ce qu'on a décidé avec Solar Stratos, hein, c'est que ce projet devrait se limiter, on devrait réussir avec 10 millions. Donc ça, c'est un peu notre objectif. Et puis pour l'instant, on est toujours dans la cible. On a trouvé le 80% du budget. Il nous manque toujours un peu d'argent. Mais ça, c'est l'objectif. Et c'est de réussir cette aventure avec ces moyens qui, pour un projet aéronautique, sont extrêmement limités en fait. Au total, vous comptez une soixantaine de partenaires et fournisseurs, des officiels, des scientifiques, techniques, institutionnels, on peut voir sur votre site. Sans rentrer dans le détail, que je comprends bien que vous ne pouvez pas donner, mais qui donne quoi, qui fait quoi exactement dans tous ces partenaires? De ces partenaires, globalement, il y a des partenaires qui nous aident du point de vue technique, d'autres qui nous aident avec du financement. Et puis, on a aussi la plupart de nos partenaires sont des partenaires privés. On a quelques partenaires qui sont publics. Un exemple, par exemple, on a la région de Payerne et l'aéroport Suisse Aéropole qui nous mettent les surfaces à disposition. On a posé notre hangar sur une surface qu'on nous met gratuitement à disposition. Donc, il y a des gens qui nous aident avec des contreparties en nature et d'autres qui nous aident en nous donnant de l'argent. Et vous encouragez également tout le monde à devenir membre. Cela coûte entre 0 et 60 000 francs, selon votre site internet. Pourquoi et combien de membres vous comptez en tout? Alors, on a un club, hein, effectivement, ça commence à 0. On voulait que tout le monde puisse devenir membre de ce club. On a des enfants qui nous envoient leur tirelire, qui cassent leur tirelire et donc on voulait pas refuser des gens. Voilà, je ne sais pas exactement là, combien on a de personnes, mais c'est plus de 100 personnes qui nous soutiennent avec un financement, hein. Après, on a plusieurs milliers de personnes qui sont membres du club, qui sont simplement abonnés à la newsletter. Et puis, ça permet d'avoir des gens qui nous soutiennent financièrement, puis qui font vraiment partie de l'aventure. Et contrairement avec Planète Solar, où j'avais tenté l'essai, et puis ça nous avait rapporté 0. Là, effectivement, c'est quand même un soutien important. Et c'est un soutien qui nous a permis aussi au départ d'avancer et de construire l'avion. Vous parlez d'un budget total de 10 millions de francs. Vous disiez aussi avoir levé les 80% de cette somme. Le record des 10 000 mètres d'altitude prévu cet été doit vous permettre de boucler les 20% restants? Chaque fois qu'on avance, on espère toujours trouver des nouveaux partenaires, oui. Et puis, lorsque, par exemple, on a réussi en 2020, pendant la période de Covid, lorsque j'ai pu sauter de mon avion, on était les premiers à sauter depuis un avion électrique et solaire, hein, juste devant les Américains. Hein. Ça s'était fait en Suisse et c'est quand même quelque chose d'assez génial. Et c'est ça qui a déclenché finalement un partenaire important. Donc à chaque fois qu'on fait quelque chose, ça nous permet, ça nous aide non seulement à communiquer, à faire rêver les gens, parce que c'est ça l'objectif du projet. Hein. C'est pas d'avoir de l'argent pour faire un avion pour le vendre. Nous, on est là pour montrer aux jeunes d'aujourd'hui et de demain qu'il y a des solutions qui existent, puis qu'il y a des perspectives. Et puis bien sûr que chaque fois qu'on progresse, ça peut nous permettre de trouver des nouveaux partenaires. Alors, plus largement, quel impact espérez-vous que cette mission ait sur l'industrie aéronautique et l'utilisation de l'énergie solaire en général? Alors, sur l'énergie solaire, vous savez, aujourd'hui, en 2004, quand on a lancé le panel solaire, effectivement, l'énergie solaire coûtait 50 fois le prix d'aujourd'hui. Là, j'avais encore un travail de démonstration pour pouvoir promouvoir cette énergie. Aujourd'hui, je pense que cette énergie, et quand vous allez vers des jeunes, ils savent que l'énergie solaire, c'est le futur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment, c'est leur montrer des perspectives, parce qu'il y a des gens un peu idéologistes et dogmatiques qui nous disent que demain, on ne pourra plus rien faire. On ne pourra plus rien faire qui est inutile et qui mobilise de l'énergie. Donc, on ne pourra plus aller faire de l'avion, on ne pourra plus faire du golf, on ne pourra plus faire du ski, on ne pourra plus faire du parachutisme. Alors, si on commence comme ça, on arrête aussi la culture, le cinéma, on arrête tout ce qui n'est pas utile au sens de nos besoins primaires. Imaginez le monde qu'on va inventer, ce serait terrible. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de leur dire, non, demain, on va toujours pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Avec plus de conscience, hein, effectivement, il faudra avoir plus conscience que ça mobilise de l'énergie, mais on pourra le faire en plus sans brûler de carburant, sans émettre de CO2 et sans bruit. Donc le monde de demain, si on a la sagesse de le construire avec des énergies renouvelables,
pourra être un monde meilleur qu'aujourd'hui. Mais alors, quels sont concrètement les avantages de l'énergie solaire par rapport aux carburants d'aviation durable qui sont eux aussi développés de plus en plus, les biocarburants ou les e-carburants? Alors, tout d'abord, un avion solaire, c'est un avion électrique. Donc, lorsqu'on électrifie un avion, on passe d'un rendement de l'ordre de 25% à un rendement qui est proche de 100%. On divise par 3 ses besoins en énergie primaire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, les carburants de synthèse, les biocarburants, c'est comme pour la voiture. Hein, souvenez-vous de cette période où on voulait passer les véhicules et la mobilité automobile sur les biocarburants. On n'en parle plus aujourd'hui parce que c'est en termes de réalité, on est à 5 ou 6% de rendement. Si on veut le faire avec ça, à mon avis, c'est tout simplement impossible. Alors qu'avec l'énergie solaire, avec l'électrification des avions de petite taille, hein, pour les grandes tailles, il faudra passer avec de l'hydrogène. Là, on est sur des rendements qui sont beaucoup plus intéressants, qui vont même nous permettre, du point de vue de l'énergie brute, à diminuer notre consommation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, vous avez remis en question donc l'efficacité de ces carburants un peu synthétiques. Vous pensez que c'est que de la communication? Non, je pense que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est surtout un moyen, à mon avis, pour les constructeurs de maintenir leur modèle économique. Comme les constructeurs automobiles, ils se disaient on n'a pas besoin de changer les moteurs, on maintient nos chaînes de production et on change juste le carburant. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et à mon avis, c'est la même chose aujourd'hui pour le monde de l'aéronautique. Ça va aider, c'est quelque chose qui est favorable. Mais à un moment donné, il faudra une vraie rupture. Il faudra passer sur des avions qui sont électriques ou sur des avions qui utilisent de l'hydrogène, hydrogène liquide d'ailleurs. Et là, il y a beaucoup de choses à développer. Techniquement, on ne va pas à l'encontre de la physique, mais il y a beaucoup de choses à développer pour qu'on puisse le faire d'ici 2050. C'est court en fait. Mais justement, vous pensez que c'est possible à grande échelle sur des vols commerciaux? Parce que pour l'instant, vous êtes quand même un petit peu plus sur un marché de niche. Alors, l'aviation solaire, elle n'a aucun avenir, soyons clairs. Par contre, des avions électriques pour former les pilotes, ça c'est déjà possible aujourd'hui. Il y a le Voltareo, Vélis, par voilà, exemple, exactement. Donc on peut former, on peut apprendre à voler sur un avion électrique en consommant très peu d'énergie. On pourra faire l'aviation générale jusqu'à 2 heures de vol avec quelques passagers, ça ce sera possible, ou du moyen courrier. Un Genève-Paris en avion électrique, ce sera possible. Ce sera pas mieux solaire, que le train, hein. par exemple, pour vous? Non, je pense que c'est complémentaire. C'est complémentaire. Mais le train, c'est une super solution. Le train, c'est électrique, hein. Voilà. Donc, c'est déjà électrifié. Et c'est pour ça que c'est super efficace. Et puis après, si on veut faire un vol de Genève à New York, ce sera impossible de faire un avion solaire avec 200 ou 300 passagers. Et là, on le fera avec de l'hydrogène, mais qu'on aura produit avec de l'énergie solaire au sol. L'énergie solaire, aujourd'hui, c'est 2 centimes d'euros à peu près, 2 centimes suisses également, par kilowattheure. Donc, c'est super bon marché. C'est meilleur marché que d'acheter des carburants comme on le fait maintenant en Arabie Saoudite. Donc, ça nous permettra toujours de voler comme on le fait aujourd'hui, mais en produisant nous-mêmes notre énergie. Vous vous imaginez suivre un jour le modèle d'H55, la start-up d'André Borschberg, qui est au final une filiale technologique du projet Solar Impulse? Non, parce que moi, je suis aventurier et explorateur. C'est ça ma passion, et c'est pas de faire du business. Donc, ce que je trouve bien, c'est que justement, certains, comme André Borschberg, lui, c'est vraiment d'en faire quelque chose. C'est important, hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est l'aventure. Et puis, faire de l'argent, ça m'intéresse absolument pas. Moi, ce que j'aime, c'est faire rêver les gens. Bertrand Piccard et André Borschberg travaillent ensemble sur Solar Impulse. Vous avez votre alter ego business dans bien le projet? sûr. Moi, mon associé, c'est Roland Loss. Voilà, lui, c'était un businessman aussi. Voilà, il est à mes côtés. Moi, je suis celui qui a les idées un peu folles. Et c'est lui qui est là pour faire ce que je fais, du point de vue administratif en tout cas. La comptabilité, c'est pas mon truc, par exemple, hein. Donc, c'est bien d'avoir des gens, voilà, d'être complémentaires. Et voilà, et donc avec Roland, on fait une super équipe. Et avec le reste de mon équipe aussi, hein. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une super équipe. H55 travaille sur des solutions de propulsion justement électrique pour les petits avions. Vous imaginez un partenariat technologique, technique à long terme? Alors aujourd'hui, c'est un tout petit peu tard. On a commencé en 2015. H55 était au tout départ. Nous, on a identifié d'autres partenaires techniques. On a développé nos propres solutions. Là, aujourd'hui, l'avion fonctionne. On va arrêter de le modifier. Mais c'est quelque chose qui aurait tout à fait été, effectivement. Aujourd'hui, si on devrait démarrer aujourd'hui, la première personne qu'on irait voir, ce serait André Borschberg et H55. Vous dites, nous, on ne fait pas du business, mais pourtant, si j'ai bien compris, dans le cadre de votre premier projet de tour du monde en bateau avec Planète Solar, vous avez développé un logiciel de routage qui, aujourd'hui, est utilisé par des porte-containers pour le transport maritime. Donc, cette technologie, vous l'avez quand même commercialisée, elle est utile aujourd'hui. Est-ce que ce sera un objectif avec aussi Solar Stratos ? Alors, effectivement, avec Planète Solar et avec la société Adrenaship, qu'on soutient toujours, mais ce n'est pas nous qui faisons le business. C'est une autre société avec
Michel Rodet, qui en est le directeur, et puis qui fait que cette solution fonctionne du point de vue technique et qui la commercialise. Nous, on est là pour amener les idées, pour soutenir son développement, mais ce n'est pas nous qui réalisons. Alors, nous, on n'est pas une entreprise commerciale. Moi, je gère une fondation qui est d'utilité publique, la fondation Planète Solar, qui n'est pas là pour réaliser des bénéfices. Et Solar Explorer SA, qui gère Solar Stratos, le projet Solar Stratos, n'a non plus pas de but lucratif. Tous les moyens qu'on récolte, c'est pour le projet. La fondation que vous avez actuellement bénéficie de la solution dont parlait Laure financièrement? C'est nous qui l'avons développé. Donc, on a développé ce logiciel qui aujourd'hui ça rapporte de route les l'argent bateaux. à la fondation pour de Non, nouveaux on projets? en dépense. On aide cette société, en fin de compte, à développer, on investit pour l'aider à développer le nouveau modèle de logiciel de routage qui permettra de router les bateaux du futur qui auront du solaire, un kite, des ailes, comme mon ancien bateau, Planète Solar, aujourd'hui Porima, pourra utiliser ce logiciel. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider à développer ces solutions pour qu'elles puissent faire avancer et puis qu'elles puissent faire émerger un transport maritime plus respectueux de l'environnement. Donc on essaie, nous, de nous engager pour pouvoir justement développer ces nouveaux outils, plus que pour gagner de l'argent. Mais vous dites vous dépensez, mais vous êtes quand même rentable actuellement. Alors, que ce soit Solar Stratos ou la Fondation Planète Solar, nous ne faisons que perdre de l'argent. Parce qu'on est là justement, non pas pour vendre des produits, mais pour vendre du rêve. Et donc, les gens qui nous soutiennent savent qu'ils ne vont pas gagner de l'argent avec nous. Et ça, c'est quelque chose d'assez, je trouve aussi, de remarquable. Ils s'engagent, ils nous soutiennent pour qu'on réalise, pour qu'on fasse rêver, pour qu'on démontre des solutions d'énergie solaire, pour qu'on ait de l'électrification. On a des projets, on a par exemple créé un centre de formation d'installateurs solaires au Sénégal. Chaque année, il y a 23 étudiants aujourd'hui qui sortent pour pouvoir faire des installations solaires. On va emmener un bateau solaire sur le lac Titicaca. On est là vraiment pour faire des choses qui ont un but altruiste et pas un but de rentabilité économique. D'où l'intérêt d'avoir ces soutiens et ces partenaires. Bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on est reconnu d'utilité publique, que si quelqu'un nous soutient, il pourra déduire ça de ses impôts. Donc on a des obligations légales, on n'est pas là pour faire des bénéfices. Peut-être juste une dernière question très rapide. Vous, dans une interview accordée à l'AGFI, vous aviez dit que nos ressources pour produire du nucléaire sont limitées et que pour vous, c'est une solution plutôt à court terme. Vous vous différenciez un petit peu sur ce sujet du nucléaire par rapport aux autres. Pourquoi ? Alors, je ne suis pas contre l'énergie de la fission nucléaire. Je soutiens vraiment la fusion thermonucléaire. Mais pour moi, la fission, ce n'est pas une solution à long terme. Il y a le problème des déchets. De toute façon, l'uranium, on en a à peu près pour 200 ans. Donc, ce serait que reporter le problème, sans compter le risque quand même plus important. Donc, à mon avis, si on fait une transition, il faut tout de suite la faire de manière intelligente. Et puis, tout de suite, aller dans les énergies renouvelables. Et autre bonne raison, c'est les coûts. Aujourd'hui, on est à peu près à 13 centimes le mégawattheure. 13 centimes le kilowattheure nucléaire. On est beaucoup moins cher avec les énergies renouvelables. À mon avis, ça n'a aucun sens pour des raisons économiques de partir sur des nouveaux réacteurs nucléaires. Maintenant, pour ce qu'on a en Suisse, il faut les maintenir le plus longtemps possible, bien sûr, car c'est une énergie qui est décarbonée. Raphaël Donjean, pour passer le temps sur un bateau, vous êtes plutôt parti d'échec ou non ? Plutôt échec alors. Votre plus bel instant de plénitude, c'était en air ou sur l'océan ? C'était sur l'océan, vraiment traverser l'océan Pacifique. Pour moi, c'était un rêve. J'avais vraiment l'impression d'être dans un vaisseau spatial entre deux planètes. C'était vraiment un moment incroyable de ma vie. Dans un cockpit, vous préférez le vol à vue ou aux instruments ? Vol à vue. On peut voler à vue d'ailleurs dans la stratosphère ? Bien sûr. C'est même plus simple parce qu'on est tellement haut qu'on n'est pas censé être dans des nuages. Au cinéma, vous êtes plutôt Top Gun avec Tom Cruise ou Master and Commander avec Russell Crowe ? Plutôt Top Gun alors. Et puis enfin, l'exploration historique en un mot qui vous a le plus inspiré ? Je pense que pour moi, c'est vraiment l'expédition Kon-Tiki où ils ont traversé Torrederal avec 4 de ses compagnons norvégiens, ont traversé le Pacifique sur un radeau de balsa en 1947. Merci beaucoup Raphaël Donjean. Merci à vous. D'être venu aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Laure. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux invités, des entrepreneuses et entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.